8h34 sur Radio J 94.8. La température dans le studio François Gémen est agréable. Il fait à peu près un petit 28 degrés actuellement dans le studio de Radio J. Ça va être parfait pour votre rendez-vous et votre entretien de 8h35. Eva Soto. François Gémen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Vous êtes spécialiste du climat, membre du GIEC. Alors Météo France a placé 7 départements de l'Est de la France en vigilance orange canicule. De l'Ain à la Haute-Loire, en passant entre autres par l'Isère, les maximales devraient atteindre 30 à 35 degrés dans le sud, avec des pointes même jusqu'à 37 degrés. Il ne faut pas confondre climat et météo, dit-on souvent, mais pourtant, François Gémen, on se retrouve parfois à la jonction des deux. Ici en France, à Hawaï, avec ces terribles incendies, où se tient donc cette jonction ? Cette jonction, elle tient du fait que le changement climatique va provoquer à la fois une augmentation de la fréquence, mais aussi de l'intensité des phénomènes extrêmes. Et par exemple, les vagues de chaleur font évidemment partie de ces phénomènes extrêmes. Alors, il est impossible de dire à partir d'un phénomène en particulier que c'est la preuve irréfutable du changement climatique, que ce soit des températures à la hausse comme à la baisse. Mais par contre, on peut désormais dire, grâce à une partie des sciences du climat qui s'appelle les sciences de l'attribution, on peut désormais attribuer par la suite un phénomène particulier à l'existence du changement climatique. Et donc, la multiplication et l'intensité accrue de ces vagues de chaleur, comme celles que nous allons connaître ces prochains jours, eh bien, c'est un des effets du changement climatique en Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe, justement, c'est la zone du globe où la température augmente le plus ? Alors, ça tient à deux facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment que l'Europe est un continent et la température se réchauffe plus rapidement sur Terre que sur mer. Et puis, l'autre facteur, c'est simplement la situation géographique de l'Europe. Il y a certaines zones du monde qui vont se réchauffer plus rapidement que d'autres. Et donc l'Europe, en raison de sa situation géographique, fait partie d'une des régions du monde où la température va se réchauffer plus rapidement. On croit souvent que le changement climatique est uniforme sur l'ensemble de la planète. Ce n'est pas du tout le cas. Les températures se réchauffent plus rapidement à certains endroits qu'ailleurs. C'est aussi vrai pour la hausse du niveau de la mer, qui est plus marquée à certaines régions que dans d'autres. Alors justement, puisqu'on parle de la mer et qu'ici on est sur Radio J, on peut parler de ce qui se passe en mer Rouge, où la température augmente 2,5 fois plus vite qu'ailleurs. Concernant la mer, c'est au large des lacs, ça affecte les coraux. Au Moyen-Orient, où en est-on du réchauffement climatique ? Mais très clairement, le Moyen-Orient va être touché par des phénomènes de sécheresse, de désertification qui vont évidemment poser des problèmes d'accès à l'eau. Et comme vous le disiez, on a également un gros souci sur les zones marines parce que la température s'y réchauffe plus rapidement qu'ailleurs, ce qui a évidemment des impacts énormes en termes de perte de biodiversité, ce qui a également un impact très important sur la hausse du niveau de la mer, puisque la hausse du niveau de la mer, elle est provoquée à la fois par le réchauffement des températures marines, c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique des océans. Plus l'eau est chaude, plus elle occupe de la place. C'est comme dans un bac à glaçons. C'est comme dans un bac à glaçons, ou quand lorsque vous faites des pâtes chez vous, si vous ne surveillez pas l'eau, eh bien l'eau finit par déborder lorsque l'eau bout. Et l'autre phénomène qui induit la hausse du niveau des mers, c'est la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires, c'est-à-dire la fonte de glace qui se trouvait sur Terre et qui en fondant va ajouter des quantités d'eau à la mer. On parle dans le langage courant de réchauffement climatique maintenant. Nous ici, on est à Paris. Depuis le début de l'été, on a eu quand même modérément chaud. Il a surtout plu alors que cet hiver, il n'avait pas plu du tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de dérèglement climatique ? Il n'y a pas de religion définitive sur ce sujet, si je puis m'exprimer ainsi. Certains parlent de dérèglement. Mais d'autres collègues ne sont pas très chauds pour ce terme, si vous me passez l'expression, notamment parce qu'ils estiment que ça induirait l'idée que le climat ait été réglé avant, ce qui n'était pas le cas. C'est vrai que le terme un peu officiel, c'est changement climatique. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, il faut pas oublier que un des effets, bien entendu, du changement climatique, c'est la hausse des températures, mais ce n'est pas le seul. Et donc, le problème de parler de réchauffement climatique, c'est que ça camoufle un peu les autres termes. Alors justement, c'est quoi les autres symptômes camouflés par ce terme de réchauffement climatique ? Eh bien, donc il y a en premier lieu la hausse des températures. C'est l'impact direct qui est directement lié à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
De cela découlent des impacts en termes de hausse du niveau de la mer, nous en avons parlé, en termes d'événements climatiques extrêmes, des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes, des ouragans. Et puis, il y a aussi évidemment toute une série d'impacts indirects, notamment sur des ressources, je pense à la ressource en eau en particulier, et des impacts économiques, politiques et sociaux, notamment sur les migrations, sur la paix et la sécurité, sur la santé publique, sur le développement, sur l'agriculture. Et donc, il faut bien comprendre que l'essentiel des grandes problématiques économiques, politiques et sociales qui vont traverser le XXIe siècle seront toutes profondément affectées par le changement climatique. Il y a souvent, quand on parle d'écologie, un discours qu'on entend et qui dit ah mais c'est trop déprimant, c'est contre-productif de parler tout le temps de ces risques, ça ne sert à rien, ça décourage les gens, etc. Votre vision là-dessus, François Gémen ? Je pense qu'il y a une ligne de crête qu'il faut tenir. D'un côté, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens et je pense qu'il faut certainement pas sous-estimer la gravité du problème et nous serions, je pense, suicidaires d'être aveugles ou sourds par rapport aux changements qui se passent actuellement. 7 Français sur 10 disent d'ailleurs les ressentir déjà dans leur quotidien. D'un autre côté, je pense que le problème, c'est que nous présentons systématiquement l'écologie comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, comme une liste de sacrifices à consentir, d'efforts à fournir, c'est-à-dire de choses dont personne n'a véritablement envie. Personne ne se lève le matin en se réjouissant de la liste des efforts à fournir pour la journée. Et je pense que tout l'enjeu, c'est de parvenir à transformer ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte qui nous tombe dessus en un projet qui peut nous mobiliser. Et l'enjeu, je crois, c'est de montrer aux gens à quel point ils peuvent avoir intérêt à l'action climatique, à quel point il ne s'agit pas de sacrifier ses intérêts proches et immédiats pour des bénéfices futurs ou lointains, mais de pouvoir également y trouver un intérêt ici et maintenant. Alors dites-nous, François Gémen, on va faire de l'écologie fiction un peu avec vous dans 20 ou 30 ans, puisqu'il va y avoir des problèmes d'eau, puisqu'il faut qu'on fasse des efforts, etc. Là, il est 8h41 et 22 secondes sur Radio J, 24 maintenant. À cette heure-ci, est-ce qu'on aura pris une douche? Comment on l'aura pris? Est-ce que on devra faire attention à l'eau? Le petit déjeuner, ça se passera comment? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous auriez, j'imagine, à cette heure-ci pris une douche ou un bain. D'ailleurs, on imagine souvent que le bain est plus faible consommateur d'eau que la douche. Avec les nouvelles douches qui durent très longtemps, ce n'est plus forcément le cas. C'est un peu accessoire. Simplement, on aura pris, en matière d'eau, des mesures d'allocation politique des usages de l'eau. D'abord, on aura réparé les conduites d'eau de manière à ce qu'il n'y ait plus 20% de pertes comme aujourd'hui. Et surtout, on se sera demandé à quels usages voulons-nous réserver les ressources en eau que nous avons. Est-ce qu'il en faut encore autant pour l'industrie? Est-ce qu'il en faut encore autant pour l'agriculture? Sans doute que dans 20 ans, les modèles agricoles auront également changé pour aller vers des modèles agricoles moins consommateurs d'eau, ce qui pourra sans doute laisser davantage d'eau pour la consommation privée. Surtout, pardon parce que l'horaire on est un peu tôt, mais j'ai appris quelque chose qui semble ubuesque. L'eau qu'on utilise pour la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Absolument. C'est-à-dire que nous avons toujours raisonné, et pas seulement raisonné, également construit nos maisons, aménagé nos villes, comme si la ressource en eau était surabondante et infinie, et comme si nous pouvions donc utiliser de l'eau potable pour des usages où nous n'avons pas besoin que l'eau soit potable. C'est le cas de la chasse des toilettes, c'est le cas de plein d'autres usages. Vous n'imaginez pas le nombre d'usages dans l'industrie où on utilise également de l'eau potable. Et donc là, il va falloir évidemment une décision politique sur l'allocation de cette ressource, sinon on va aller malheureusement vers des conflits d'usage de plus en plus violents, comme on l'a vu par exemple dans les Deux-Sèvres autour de l'affaire des bassines de Sainte-Soline. En Israël, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qui est central. Il y a des usines pour dessaler l'eau, toute l'eau est recyclée. Et d'ailleurs, paradoxe, l'eau en Israël à la consommation coûte moins cher qu'en France. Est-ce qu'Israël peut être un modèle pour la gestion de l'eau pour des pays comme la France, pour l'Europe, etc. Absolument. Un pays comme Israël qui était beaucoup plus tôt, dès le début de son existence, confronté à la rareté de cette ressource, a pris toute une série de mesures, s'est organisé différemment, a fait des arbitrages politiques de manière à s'assurer effectivement que les Israéliens et les Israéliennes aient accès à l'eau en permanence et, comme vous l'avez dit, à bon marché. Et donc effectivement,
Nous avons beaucoup de leçons à prendre de la manière dont l'eau est gérée en Israël, mais même certains pays européens la gèrent beaucoup mieux que la France. C'est le cas de Chypre ou même de l'Espagne. Et donc, c'est aussi une question d'état d'esprit, d'accepter que des ressources que nous considérions comme surabondantes jadis vont devenir plus rares demain et vont donc nécessiter des arbitrages politiques et également des mesures technologiques pour l'économiser. Alors on se demande souvent ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire chacun d'entre nous pour lutter contre ça, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et alors vous êtes là, vous nous annoncez une bonne nouvelle. Faut dépenser son argent. Aujourd'hui, on ne réalise pas la quantité d'argent qui reste investi chaque jour dans des projets d'extraction d'énergie fossile ou même dans des projets de déforestation. Il y a en France 6 000 milliards d'euros, qu'on prenne conscience de ce que réalise ce chiffre, 6 000 milliards d'euros qui sont mobilisés en épargne dans les banques. Je suis certain que la plupart des Françaises et des Français, s'ils savaient à quoi est utilisé leur argent, d'abord tiqueraient un peu d'apprendre que leur argent finance des projets d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon partout dans le monde, voire des projets de déforestation. Et je suis sûr qu'une bonne partie ne serait pas d'accord que leur argent soit utilisé à ça et préférerait à l'inverse investir dans la transition écologique et notamment dans les pays du Sud où il y a d'énormes besoins d'investissement. Et donc si chacune pouvait se demander à quoi sert son argent et à quoi on veut que son épargne serve, eh bien je pense que nous franchirions un énorme pas en avant. Très clairement aujourd'hui, les énergies fossiles représentent encore à peu près 84% du mix énergétique mondial, c'est-à-dire de la totalité de l'énergie produite dans le monde. Tant qu'il y aura d'énormes masses de financement public et privé vers ces énergies fossiles, on aura beaucoup de mal à en sortir. François Gémen, merci d'être venu parler climat et réchauffement climatique avec nous ce matin sur Radio J, d'autant plus quand c'est pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Arrêtons d'épargner, profitons de la vie et profitons de notre Le geste argent. le plus écologique aujourd'hui sans doute, c'est de vider son compte en banque. Et ben voilà, et ben c'est parfait. On présente souvent les gestes écologiques comme des sacrifices, et ben là pour le coup c'est pas le Ça cas. dépend à quoi vous utilisez votre argent, évidemment, à quoi vous le dépensez. Mais... Merci beaucoup François Gémen et évidemment Nicolas, on se retrouve tout à l'heure à 9h pour le journal. Merci Eva Soto, merci François Gémen. On se sent délesté avec tout cet argent qui part. Là, je vais sortir acheter pour 500 € de bon bec. Non, investissez dans des projets d'énergie renouvelable dans les pays du Sud. Et vous vous sentez pas coupable, François Gémen, d'avoir bu 2 verres d'eau avant cet entretien quand même? Franchement, est-ce bien raisonnable? Vous me l'avez proposé et donc comme je suis un garçon poli. Merci François Gémen, merci Eva Soto. Tout de suite, c'est Laurent Ganassia qui nous emmène en voyage du côté de Jaffa. Radio J.